Salut à tous, on est en live, on est sur la chaîne de Gamers Voice et ce soir on est là pour parler de poker et je suis avec Alexane, joueuse de poker professionnelle. J'espère que tu vas bien. Ça va super, merci. Et toi? Merci, hein, je te remercie de participer avec moi à ce petit live pour parler de poker. Je sais qu'actuellement, toi tu n'es pas en France, tu es au Mexique si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un petit décalage horaire, mais Un grand décalage même, ouais, 6 bon, heures. il y a 6 heures de décalage, c'est pas trop énorme. Il est comment enfin, il fait beau au Mexique chez toi là actuellement? Clairement, c'est pas la France, c'est pas Strasbourg non plus. Donc, oui, il fait très beau, il n'y a rien à dire. 30 degrés dehors, on se plaint pas. Ouais, super. Chez nous, il fait, je sais pas si tu suis un peu les nouvelles en décalé, mais c'est vrai que chez nous, il fait un petit peu 0 degré. Et Ouais, les j'ai derniers vu jours, qu'il neige à Paris. il y avait du verglas. Et étrangement, quand il y a du verglas, les voitures, elles ont beaucoup de mal à circuler. Et il y a eu pas mal d'histoires de petits bouchons chez nous. Donc, bon, il vaut mieux être Force à vous, hein, au parce que Mexique qu'en Alsace. clairement. Alors, super. Donc, ce soir, on est ensemble pour parler de ton parcours et aussi de poker. Donc, je te remercie d'être parmi nous. Avec Ce plaisir. que je te propose, hop, c'est de commencer par une petite présentation de toi-même, hein, donc une présentation assez succincte pour potentiellement ceux qui ne te connaîtraient pas encore sur ton parcours. Donc en 2-3 minutes, peut-être ton parcours de manière générale et aussi surtout ce qui peut être intéressant, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire du poker et à devenir joueuse professionnelle. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexane Nachos. Je viens d'avoir 29 ans. J'ai grandi à Paris, donc je suis française, pure et dure. J'ai fait des études de psychologie, je crois qu'on va y revenir après. Hein. Et j'ai commencé à jouer au poker vraiment par hasard parce qu'en fait j'ai un grand frère dont je suis vraiment très proche. Je pense que les gens qui me connaissent le savent déjà parce que j'en parle à toutes les interviews que je fais. Et lui, il a un énorme passé de gamer. Depuis que je suis toute petite, je le vois jouer aux jeux vidéo. Donc je l'ai vu commencer le poker. Moi, je n'étais même pas encore majeure, quoi. Et il a commencé à se mettre très sérieusement au poker, comment je faisais encore mes études. Et un jour, il m'a dit, écoute, je te coach, tu vas kiffer, fais-moi confiance. Et il a commencé à m'enseigner ce qu'il savait du poker. Et je m'y suis mis vraiment comme ça. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais jamais touché des cartes. Et après, le premier jour où il a commencé à me coacher, à me montrer un peu, à l'époque, on faisait que des expressos, à me montrer ce format-là sur Winamax, j'ai totalement accroché. Et après, j'ai pu lâcher et ça fait maintenant, oh là là, ça fait loin. Ça fait bien 4 ans, je crois, que j'ai commencé du coup, et 3 ans que je suis vraiment pro. Enfin, non, 3 ans que je suis dans le Team Wina, donc ça fait 4 ans que je suis pro en fait. Bon, on reviendra là-dessus juste après pour parler justement de ton parcours avec Winamax. Donc effectivement, c'est vrai que on va pas trop rentrer dans le détail puisque tu parles de ça très souvent. Et pour ceux qui nous regardent, je vous invite à regarder la vidéo de Kill Tilt, dans lequel qui est beaucoup plus longue sur ton parcours. Mais là, tu parlais rapidement de ton parcours académique. Donc c'est vrai que tu as fait de la psychologie et moi la première question sur laquelle je reviendrai par rapport à ça, c'est effectivement puisque les études, hein, c'est important en général. On fait des études, c'est pour trouver un travail qui correspond. Et c'est vrai que là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les études au final que tu as fait te servent dans le poker et comment est-ce que ça te sert? Est-ce que effectivement tu utilises des choses que tu as pu apprendre et est-ce que c'est quelque chose aussi qui, au final, te permet peut-être de mieux jouer? Ou est-ce que tu as l'impression que grâce aux études que tu as pu faire, ça te donne des outils que d'autres joueurs n'ont pas? Alors c'est marrant parce qu'on me pose tout le temps la question, enfin dès que je dis que je suis psychologue, c'est la première Ouais, question qu'on me pose, de quelle manière ça influence ton jeu, tes parties. Et je crois que les gens s'attendent jamais à la réponse, ouais, mais la manière dont mes études ont influencé le poker, c'est avant tout sur mon propre mindset en fait. Parce que évidemment, quand tu étudies la psychologie, c'est tout naturel. D'ailleurs, en fait, il y a un peu ce dicton hein, qui voudrait que les étudiants en psycho
commencent la psycho parce qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes et leur manière et leur propre psyché. Donc, en fait, il y a une inclinaison naturelle à vouloir s'auto-analyser. Et en fait, quand j'ai commencé à être pro, immédiatement, j'ai eu une capacité à prendre du recul sur mes réactions, sur ma gestion du tilt, sur ma gestion de mes émotions, que beaucoup de joueurs pro depuis longtemps n'avaient déjà pas. C'est-à-dire que j'étais pro depuis 1 mois, 2 mois, et j'avais déjà, je pense, une certaine avancée d'un point de vue mindset, qui était toute naturelle, parce que j'ai étudié la psycho depuis, ça faisait bien 7 ans que j'avais étudié la psycho, quoi. Donc, c'est le point principal sur lequel les études de psychologie m'ont aidé, c'est que je pense que mon avancée première dans le poker a été d'un point de vue mindset et gestion des émotions. Et après, quand j'ai commencé à vraiment bosser la théorie, bosser la technique, que j'ai eu des joueurs en face de moi, surtout que j'ai commencé le live, effectivement, il y a d'autres aspects qui sont entrés en compte. Et c'est évident que quand tu passes 5, 6, 7 années de ta vie à étudier les comportements humains, il y a certaines choses qui te sautent aux yeux plus rapidement, il y a certaines associations d'idées que tu fais de manière automatique. Et effectivement, ça peut énormément aider au tableau. Ouais, donc là, au final, effectivement, comme tu le dis, c'est plus toi-même qui a bénéficié en fait de ce que tu avais appris que d'utiliser des outils pour pouvoir analyser les autres. C'est d'abord toi-même en fait qui a, on va dire, grandi entre guillemets. Absolument. Au début, c'était que ça. Et quand tu étais dans tes premières parties, est-ce que c'est quelque chose qui se percevait par les autres joueurs? C'est-à-dire, est-ce que tu sais, parfois, tu as celui, on va dire, qui a énormément confiance en lui, etc. Quand il arrive à la table, tu sens qu'il a confiance. Quand il rentre dans des coups, tu sens que tu sais, c'est la poker face. Il est en mode, en fait, j'ai la meilleure main et tu sens qu'il a la meilleure main, même s'il peut bluffer. Est-ce que dans ton cas, c'est quelque chose qui pouvait se passer? C'était en mode, comme tu avais justement une meilleure confiance en toi, tu arrivais à perturber les autres avec ça ou pas? Après ça, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à mes adversaires. Je pense que je suis mal placée pour y répondre. Mais je pense que c'est surtout sur la capacité à, par exemple, gérer la frustration sur le moment ou ce genre de choses. Ce qui en live peut être assez difficile parce que on ne se rend pas forcément compte. Mais d'ailleurs, moi, j'ai commencé par le online, comme beaucoup de joueurs de mon âge. Et après, j'ai commencé à jouer en live, ce qui est un peu l'inverse du poker à l'ancienne, où les gens commençaient directement en allant au casino, par exemple. Et du coup, en fait, quand tu vas en live, il y a un surplus de choses que tu n'es pas habitué à gérer. Moi, par exemple, je suis très sensible à ce qui est bruit, odeur, ce genre de choses. Donc, il y a une sorte de surstimulation. Et j'ai dû apprendre à immédiatement savoir mettre un nom sur ce que je ressens, le gérer dans la seconde et savoir me remettre dans l'instant, par exemple, quand ça ne va pas et que tu perds un coup et qu'il faut immédiatement comprendre ce qui se passe dans ta tête, en fait. Donc, je pense que c'était plutôt là-dessus. Effectivement, des retours que moi, j'ai eus, c'est que beaucoup de gens me disaient qu'ils étaient étonnés que pour une néo-joueuse, j'arrivais plutôt bien à gérer mon titre, mes émotions et que je réagissais de manière plutôt neutre à ce genre de choses. Effectivement, ouais. Ok. Tu nous disais effectivement que tu avais commencé avec le format Expresso. C'est quoi qui t'a intéressé là-dessus au début? Alors, le format Expresso, c'est le tout premier que j'ai appris d'ailleurs quand j'ai commencé le poker. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres formats. Ça, je le dis, ça amuse beaucoup les gens. Mais après, le premier tournoi que j'ai joué, c'était le King 5. Et je me rappelle, j'ai dit à mon frère, pourquoi il y a 6 joueurs? Je ne comprenais même pas en fait. Ça me semblait tellement absurde qu'il y ait plus que 3 joueurs. Donc, au début, c'est le format que m'a présenté mon frère. Il me l'a vendu comme le meilleur format. Et du coup, je me suis dit, let's go. Et quand j'ai appris qu'il y avait d'autres formats, au tout début, j'ai pas lâché les Expresso parce que pour moi, c'est un format qui correspondait très bien à mes attentes à l'époque parce qu'en fait, c'est un format qui est super, adaptable au mode de vie de la plupart des gens. Je m'explique. Moi, par exemple, quand j'ai commencé les Espresso, à l'époque, j'habitais en Italie, j'avais ma vie. Après, j'ai commencé à voyager, tout ça. Je continuais mes études en parallèle parce que j'avais déjà mon master, mais je continuais à faire d'autres professionnalisations. Et en fait, je n'avais pas le temps de passer 10 heures par jour à partir d'une certaine heure jusqu'à une certaine heure à jouer des tournois, par exemple. Alors que là, les Expresso, littéralement, peu importe la time zone, peu importe le pays dans lequel j'étais, parce que je voyageais énormément à l'époque, peu importe mon état du jour, si j'ai envie de jouer, je n'ai pas envie de jouer ou quoi, c'était super flexible en fait. Donc au début, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Et ensuite, c'était très compatible avec ma propre personnalité, parce qu'en fait, ce que mon frère me disait, c'est que l'avantage des Expresso, c'est que c'est
un des seuls formats en fait qui permettent de gagner régulièrement de l'argent sur le long terme. En fait, l'espresso c'est très simple, c'est une équation absolue, c'est que si tu fais du volume et que tu joues bien, tu gagnes de l'argent. Alors que le MTT, tu peux pas faire le même volume en fait, tu peux pas faire 20 000 tournois par mois, c'est impossible. Donc tu peux être le meilleur joueur du monde et être done bad pendant un an littéralement et run bad pendant un an. En espresso, c'est impossible. Donc mon frère qui savait que je suis quelqu'un de très déterminé et que je suis capable d'envoyer 12 tables par jour pendant 8 heures, il savait très bien que ça allait filer tout droit parce que d'ailleurs c'est marrant, il n'y a même pas 3 jours, on regardait nos anciennes discussions et il me disait je viens de regarder le nombre de games que tu m'as envoyé les 2 premiers mois que je t'ai fait jouer et il y avait un truc genre 20 000 games et je jouais tous les jours pendant 6 heures par jour et vraiment je ne décrochais pas. Donc c'est un format qui moi m'a correspondu, oui, immédiatement parce que j'étais quelqu'un qui avait besoin de flexibilité et j'étais j'étais vraiment capable de faire du volume et de m'impliquer. Et ça, je pense que pour les gens qui commencent ou qui ne sont pas habitués au tournoi et qui veulent se faire un revenu fixe, c'est vraiment plus avantageux, quoi. Alors, je rebondis juste sur l'histoire des 12 tables. Ouais. Est-ce que au niveau des différentes tables que tu fais, etc., tu as une idée de la moyenne en général qui est jouée par les autres joueurs? La question, c'est 12 tables, pour toi, c'est beaucoup ou c'est genre la moyenne ou c'est en dessous de ce que d'autres feraient? Alors, je pense qu'il faut séparer joueurs pro et joueurs récréatifs. C'est une certitude que les joueurs récréatifs, de manière générale, ils vont jamais jouer plus de 2 ou 3 tables en même temps. Et c'est normal, je rassure, c'est normal parce que le but, c'est de s'amuser, en fait. Donc, en fait, on s'amuse pas vraiment quand on joue 25 tables, on va pas se mentir, hein, on travaille. Donc, évidemment, les joueurs récréatifs, ils jouent 2 tables, 3 tables, ils lancent pour le plaisir. Par contre, les joueurs pro, quand moi j'ai commencé, c'était pas vraiment la norme. D'ailleurs, je crois que mon frère tient encore le titre du joueur qui joue le plus de tables en même temps parce que lui, il en jouait 30. C'était absolument pas la norme à l'époque. Même moi qui en joue entre 12 et 20, c'était pas courant. Enfin, quand je compare à notre cercle de potes qui sont pros d'expresso, la plupart jouaient entre 6 et 8 tables, voire 10. Mais ils n'allaient jamais au-dessus de 12. Enfin, j'en connaissais un ou deux qui jouaient 12 tables en moyenne, mais c'était vraiment rare. La plupart qui jouaient en mid-stack, à stack, ils jouaient 4 à 6 tables et ils faisaient leur routine comme ça. Et on va dire qu'il y a, je pense, 20% des joueurs pro d'Expresso. Enfin, à l'époque où moi je jouais beaucoup d'Expresso, je pense que c'est environ 20% qui jouaient en moyenne 12 à 15 tables. Mais c'est pas si répandu au final. Okay. Bah, c'est déjà pas mal, je pense, d'être sur entre 10 et 15 tables en même temps. Ouais. Et la question, c'est est-ce que juste tu arrives sur toutes les tables à rester gagnante ou est-ce qu'il y a des tables où tu sais que c'est perdu et tu te concentres sur d'autres? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est une évidence que plus tu augmentes ton nombre de tables, plus il y a une perte de V. Ton job à toi en tant que pro, c'est de limiter cette perte-là. Donc, en fait, si la perte est minime entre 20 tables et 5 tables, c'est que tu es forcément super gagnant. Si la perte est énorme entre 20 tables et 5 tables et que tu n'arrives pas à focus plus de 6 tables et qu'il y en a que tu cites à haute ou tu ne sais pas ce que tu fais, là, la perte est phénoménale. Mais de manière générale, tu peux estimer qu'un pro perd une V minimum entre jouer 6 tables et jouer 15 tables. Vraiment, il est capable d'aller de l'un à l'autre. Et tout ça, c'est simple, c'est parce qu'il y a une énorme partie du jeu d'Expresso qui est automatisée. C'est-à-dire qu'il y a des boards où je sais très bien, je ne regarde même pas les cartes que j'ai, je sais que je vais ces bêtes. Il y a des boards où je ne regarde même pas, je sais que je vais check raise. Il y a des boards où je sais quand la carte tombe à la turn et tombe à la river, je sais exactement que je n'ai même pas besoin de réfléchir, ça va être un 3 barrels all-in, quoi. Donc ça fait que quand tu peux automatiser 80% de tes réflexions parce que tu as énormément bossé le jeu, et ben en fait, il te reste énormément de temps pour réfléchir. Parce qu'en fait, si tu as 12 tables, c'est super rare que tu aies 5 décisions en même temps, ça n'arrive jamais. Enfin, le genre de décision, je parle vraiment de hero call, hero fold, des décisions qui prennent vraiment beaucoup de matière grise, quoi. En général, elles arrivent sur 2 ou 3 tables simultanées, grand maximum. Et ben, du coup, tu peux tout à fait gérer. Si tu es un bon joueur, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, c'est cool. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions à les poser pendant le live. Alors, là, tu es chez Winamax. Comment ça s'est passé exactement l'intégration? Ça s'est super bien passé, hein, clairement, c'est mes meilleurs souvenirs, on va pas se mentir. J'ai été approchée pendant le premier tournoi live de Winamax que j'ai fait, qui était à Madrid à l'époque. Et quand je suis rentrée dans le team, je me suis tout de suite sentie complètement chez moi, vraiment. Team Winamax, c'est une petite famille, hein. D'ailleurs, j'ai l'avantage de parler quasiment les langues de tout le monde, à part celle de João Vieira. Je ne parle pas encore portugais, mais du coup, j'ai pu me lier super facilement d'amitié avec tout le monde, parce que je pouvais parler avec Moustapha en italien, je pouvais parler avec Léo en espagnol, et je pouvais parler anglais avec qui ne parlait pas les autres langues, on va dire. Donc, en fait, immédiatement, j'ai pu vraiment me lier super facilement avec tout le monde. En plus, je pense que j'ai une personnalité qui est super ouverte, super
jovial, donc c'était assez facile de m'intégrer, mais aussi en face, l'effort qui a été fait, l'intégration qui est faite avec tous les joueurs qui arrivent est vraiment phénoménal et le team te fait sentir une fois que tu es là que tu es chez toi, quoi. Donc, on va dire que c'était vraiment incroyable de rentrer là. J'ai aucun regret, c'est sûr. Alors, t'en as un petit peu parlé, mais l'esprit d'équipe au sein de la team, ça se passe comment? Est-ce que vous vous entraînez ensemble ou vous faites pas mal de choses ensemble pour essayer de vous améliorer aussi les uns les autres? Ça se passe comment? Je dirais que l'esprit d'équipe est vraiment insane parce que d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais souligné à un moment qu'on avait eu tous ensemble, qu'on voit beaucoup le poker comme étant un jeu individuel. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont potes, qui s'entraident, il y a des groupes de travail, mais moi j'ai entendu, et pas qu'une fois, que même dans les groupes de potes, il y a des joueurs qui hésitent à partager leur team process, qui hésitent à partager leurs exploits, qui hésitent à partager ce qu'ils ressentent quand ils jouent des mains, parce que c'est évident que des potes, des fois, peuvent être des adversaires, et que simplement des gens que tu as à table, des fois, tu n'as pas envie de leur donner des tips. Donc, il y a une ligne qui est assez fine entre ce sport individuel et ce sport d'équipe où, en fait, naturellement, quand on est tout le temps avec la même personne, on développe des affinités. Et en fait, dans Team Winner, il y a vraiment un esprit d'équipe que, personnellement, j'ai rarement vu parce que, bon, c'est un secret pour personne, mais on a les meilleurs au monde dans cette équipe. On a le meilleur d'Espagne, on a le meilleur du Portugal, on a les meilleurs joueurs francophones, parce qu'on a aussi David Iquitaille. Et pour autant, il y a vraiment zéro hésitation à s'entraider les uns les autres. Et par exemple, on a tous les ans un séminaire durant lequel, je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais durant lequel on a les meilleurs joueurs de l'équipe qui nous donnent des cours, qui nous font des masterclass. En fait, où on a, par exemple, Joao Vieira et Adrien Mateos qui nous reviewent leurs mains. Un truc que je pense que personne au monde n'a l'occasion de faire, sauf des gens qui coachent eux-mêmes. Et dans ce cas, il y a un retour sur investissement parce qu'ils coachent des joueurs, on va dire. Mais là, c'est vraiment complètement désintéressé, où ils entraînent des joueurs de l'équipe qui n'ont pas leur niveau, par exemple, ou qui n'ont pas leur niveau d'expertise sur des spots en particulier. Pareil, moi, je crois que c'était la première année de séminaire que j'ai pu faire, où on a eu littéralement 4 heures de cours de David Iquitaille sur toute l'expérience qu'il a accumulée dans sa carrière sur les tels, par exemple, parce que je crois que personne n'aura jamais au final. Donc, il y a un esprit d'équipe assez fou. On a aussi des groupes WhatsApp où on peut s'envoyer des mains, se répondre les uns les autres, et vraiment tout le monde répond de sa opinion personnelle, de son thinking process. Donc, c'est assez fou. Enfin, je trouve que c'est vraiment dingue dans un sport qui est aussi individuel de voir une telle cohésion. Et moi, personnellement, j'ai jamais remarqué de la part d'un joueur Winamax de réticence à partager son savoir aux autres membres de la team. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. C'est intéressant là ce que tu dis sur les masterclass parce que effectivement, tu es sur quelque chose d'individuel. Là, vous êtes en équipe et je trouve ça assez intéressant cette approche de malgré tout faire des cours, etc., ou de la formation pour des gens qui sont déjà au final à un niveau, mais ou des gens qui sont à un niveau au-dessus viennent quand même aussi les aider. Est-ce que par rapport à ces masterclass ou à tout ce que vous faites, est-ce que tu vois que justement des joueurs qui sont à un niveau au-dessus, ça leur permet aussi de continuer de progresser au final et de devenir meilleurs? Ah, mais c'est sûr, franchement, c'est super intéressant parce que ce qu'on remarque d'ailleurs quand on est pendant ces séminaires, c'est que l'espace d'échange qu'il y a, par exemple, je sais pas, Adrienne qui a montré une de ses mains, clairement, les joueurs vont parler entre eux de leurs avis sur les mains, et c'est évident que ce qui fait le progresser, c'est d'échanger des avis, des opinions, et de confronter en fait les points de vue parce qu'en fait le poker n'est pas une science exacte. Il y a une main qui peut être jouée totalement différemment par Davidi ou par Adrienne, et n'en reste pas moins que chacun a une vision super intéressante sur la question. Donc c'est vraiment cet espace d'échange super libre qui permet la progression en fait. Ouais, c'est assez intéressant de voir ça. C'est pas mal. C'est comme dit, c'est vrai que le poker, c'est un milieu à la fois compétitif, individuel, et le fait que vous travaillez malgré tout ensemble pour vous améliorer. C'est aussi un moyen, je pense, au final, que tout le monde monte, de se dire qu'il y en a un qui est peut-être meilleur que les autres, et au lieu qu'il garde tout pour lui-même, le fait de partager, ça fait que au final, tout le monde monte. Et donc, comme il y a aussi cet esprit d'équipe, j'ai envie de dire, toute l'équipe monte avec tout le monde. Est-ce qu'il y a effectivement cet esprit d'équipe où quand vous jouez, vous êtes un peu en mode ouais, non, justement, c'est vraiment ça, parce que justement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est
ça a beau être un sport individuel où au final, si tu réfléchis bien, bah, si quelqu'un gagne, c'est que toi, tu as perdu. Et pour autant, on est tous galvanisés par les réussites des uns des autres. Enfin, par exemple, il suffit qu'il y en ait un qui est en deep run, immédiatement, ça poste dans les chats, ça encourage, ça vient rail. Ce que les gens font aussi avec leurs amis, hein, il ne s'agit pas que du Team Winamax, mais ça a beau être un sport individuel, on est tous super heureux de voir les réussites des uns des autres. Enfin, d'ailleurs, cette année, l'année qui 2024 a été une année, je trouve que c'était extraordinaire pour le Team Winamax. Enfin, on peut parler pendant des heures des perfs d'Adrian. On a eu une super perf de Moussa Fakanit aux Bahamas à la fin de l'année. On a eu, vraiment, la fin de l'année, c'était incroyable. On a eu Pierre Cadipron Prague. Donc, en fait, on était tous galvanisés. Il y a eu des perfs d'Ado Joao aussi aux Bahamas qui a été runner-up au Triton. Donc, c'est juste insane de voir que les réussites des uns des autres inspirent. Et voilà, ça te pousse aussi à devenir meilleur, en fait, ce que tu vois ce que font les autres, évidemment, ça te pousse à devenir meilleur de toi-même aussi, quoi. Alors, juste dernière question sur la team Winamax. Est-ce que quand vous faites un gros tournoi et qu'il y en a qui sont malheureusement éliminés, qu'il en reste un, est-ce que vous restez tous ensemble, dans le public, etc., jusqu'à ce que la personne elle aille jusqu'au bout de la table finale, etc., pour l'encourager, ou il y en a Ah bah clairement, c'est sûr que quand on est sur place, alors des fois on n'est pas tous aux mêmes events. Ouais. Par exemple, là, il y avait 3 events en même temps en décembre. On était un tiers à Prague, un tiers aux Bahamas, un tiers à Las Vegas. Mais sinon, quand on est là avec un deep run, on est dans le réel. Et quand on n'est pas là physiquement, c'est clair qu'on soit en train de jouer ou quoi, qu'on est là dans le chat, qu'on est l'encourager. Moi, par exemple, quand j'étais en train de jouer à Prague, je regardais le live de Pierre qui était en train d'être en table TV, par exemple. Donc voilà, on se soutient les uns les autres. Quand j'étais retournée au Mexique et que j'étais retournée au train-train quotidien, bah, je regardais le live de Moussafa qui était en train d'être en table finale aux Bahamas. Donc on s'encourage tous les uns des autres. Je sais que tout le monde le fait parce que dans le chat, ça commente les mains et tout. Donc effectivement, on est vraiment très supportif, on va dire, des succès de chacun, quoi. Ah, c'est cool, c'est bien d'avoir un esprit d'équipe dans un sport individuel, mais je pense que c'est assez intéressant. Alors, je te propose de passer à la question suivante. Donc, tu nous as dit un petit peu plus tôt que donc toi, ton format de prédilection, c'était l'expresso, mais si jamais tu dois être sur d'autres formats, je peux te traduire la question sur d'autres formats, est-ce que tu as une préparation spéciale ou est-ce que comment tu fais, on va dire, pour t'adapter aux autres formats est-ce que tu fais de l'OMA aussi ou d'autres types de formats de poker? Alors, je ne sais pas l'OMA, malgré que mon frère va m'y pousser. Il a réussi à me convaincre de jouer des espresso. Maintenant, il veut me convaincre de passer en PLO, parce que je refuse catégoriquement. Mais lui, maintenant, il est devenu pro cash game PLO. C'est son kiff. Et non, pour l'instant, moi, je suis fidèle aux nos limites. Je ne pense pas que ça change de sitôt, sincèrement. J'ai beaucoup encore à apprendre dans ce domaine. Après, pour le reste, alors maintenant, en fait, j'ai fait une transition, parce que maintenant, je joue quasiment plus d'espresso, je joue que des MTT. Donc, maintenant, pour les tournois live ou pour les tournois online, j'ai mes routines maintenant qui sont voilà, pérennes, on va dire. Et par contre, pour le cash game, c'est vrai que c'est très rare que j'en joue. J'en joue de manière purement récréative. J'ai pas de bonnes connaissances de jeux de cash game. Donc, pour être tout à fait honnête, quand je m'y prépare, en fait, je m'y prépare de manière très légère parce que je sais que je vais pour m'amuser, en fait. Évidemment, on est joueur, donc le but c'est gagner de l'argent, donc j'essaie d'adapter en fait en fonction de ce que je sais qu'il faut faire, d'adapter par rapport aux connaissances que j'ai dans d'autres formats par exemple, et après de transférer ce que je sais sur je sais pas les comportements des joueurs ou que ce soit pour maximiser mon espérance de gain. Mais du reste, je ne me rends pas la tête à me dire je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, parce que de base, si je veux jouer en cash game, c'est vraiment oui pour gagner de l'argent, mais aussi pour m'amuser. Il n'y a pas la même, dynamique, on va dire. Là, on parle effectivement de poker, on a parlé de tournoi. C'est quoi une journée type pour toi exactement en tant que joueuse professionnelle de poker? Est-ce que tu fais du sport, tu fais attention à ton alimentation comme un sportif? Comment ça se passe? Alors, je dirais que déjà, il n'y a pas une journée type de joueur pro parce que tous les joueurs sont différents. Donc tout le monde n'a pas la même journée type. Par contre, effectivement, je pense que c'est important de balayer les clichés, les idées reçues, parce que je pense que beaucoup de gens ont des idées reçues sur ce qu'est la vie d'un joueur de poker ou d'un gamer, par exemple, qui joue à haut niveau. Et ben, de manière générale, encore une fois, je dis ça ne concerne pas tous les joueurs pro, mais de manière générale, en fait, on est beaucoup plus proche du style de vie des joueurs pro de sport. Que de l'image que les gens ont, nous, de sportifs, enfin de joueurs affalés devant leur console qui mangent des chips, quoi. C'est vraiment pas le délire. Pour parler de mon cas personnel, j'ai une routine qui ressemble, je pense, pas mal à pas mal d'autres joueurs pro.
Je commence toujours mes journées par une séance de sport déjà. Donc, je me lève en général vers 5h ou 6h du matin. Je vais directement à la salle. C'est toujours le premier truc que je fais. D'ailleurs, peu importe que j'ai prévu de jouer ou pas, parce que des fois, il y a des journées de grind, mais aussi des journées de travail théorique. Et ça, je considère que c'est des journées pro aussi. Donc, je commence toujours par une séance de sport. Je surveille beaucoup mon alimentation, effectivement, pas que pour des raisons de ligne ou quoi, mais parce que clairement, ce qui se passe dans ta tête vient aussi de ce qui se passe dans ton corps. Et si ton corps est fatigué, si ton corps n'a pas d'énergie, si ton corps n'a pas de carburant, en fait, ça ne peut pas suivre sur les tables. C'est clair que si avant une grosse session de 10 heures, tu t'envoies un énorme McDo avec 2 canettes de coca, je t'assure qu'au bout d'une heure, ton attention va baisser drastiquement et ça ne va pas être top. Donc, je surveille ce que je mange. Je fais attention, par exemple, aux quantités de protéines que j'ingère, aux quantités de sucre. Par exemple, je mange très peu de sucre. Et après, voilà, une fois que j'ai fait mes petites routines du matin, mes routines de préparation, mes routines mentales, je fais ce que j'ai à faire. Et j'ai des jours, en fait, qui sont dédiés au grind et des jours qui sont dédiés au travail technique. Et en général, quand je travaille, j'y passe avec des pauses entre 5 et 10 heures, quoi. Donc, c'est plutôt cette idée-là. Donc, je commence toujours par du sport. Après, je mange des repas particuliers. Après, je fais une préparation mentale. Et le soir, dès que j'ai fini, je fais des routines, pour, on va dire, décrocher en français. Parce que, personnellement, j'ai toujours eu du mal niveau sommeil, même avant que je commence le poker. D'ailleurs, en ce moment, j'ai pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et du coup, ça a toujours été très important de pouvoir maximiser mon potentiel de sommeil, avoir un bon rythme. Et du coup, je me suis vite rendu compte que si j'essaie d'aller dormir directement après une session, ça ne marche pas. Encore pire en live, parce qu'on est surstimulé ou quoi. Je pense que tous les joueurs qui jouent en live savent que quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel à 1h du mat, tu t'endors pas à 1h10, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai des petites routines perso pour pouvoir m'endormir le mieux possible, m'endormir la tête vide et essayer de me réveiller en forme le lendemain matin, quoi. Alors, je rebondis juste sur la partie alimentation. Ouais. Donc, puisque tu disais que tu fais attention à ton alimentation, pendant un tournoi, est-ce que ça arrive qu'il y ait des joueurs qui boivent des boissons énergisantes ou ce genre de choses, c'est pour rester focus, ou pendant le tournoi, vous mangez, vous faites comment? En fait, les tournois live, tu veux dire? Ouais, ouais. Alors ça, c'est ce qui est plus compliqué. Par exemple, pour les tournois online, j'ai aucun souci à gérer mon alimentation parce que simplement on peut manger devant l'écran, commander un truc, cuisiner. Parce que tu prends ton ordi et cuisiner en même temps. En live, c'est super galère parce qu'en fait, tu dois vraiment attendre les pauses. Moi, par exemple, j'essaie de respecter mon propre rythme, de manger quand j'ai faim, de ne pas manger si j'ai pas faim. Donc quand la pause arrive et que tu n'as pas faim ou genre que tu as un coup de barre et que tu préfères dormir, c'est vraiment galère. Donc ça, pour le coup, c'est dur à gérer, je trouve. Après, de manière générale, tu vois des joueurs qui mangent à table. Moi, je déteste ça parce que en fait, j'ai du mal à me concentrer sur tout pendant que je mange, en fait. De manière générale, quand je suis dans mon ordi, il n'y a pas de souci, mais si je suis en live, qu'il y a des gens qui me parlent, moi, j'arrive pas, c'est impossible de manger en live. Boisson énergisante, j'en ai pas vraiment vu. Par contre, boire beaucoup d'eau, oui, je pense que tout le monde le fait. On boit des tonnes d'eau quand on est en live, parce que ça aide aussi à garder du focus et la tête claire. Par contre, c'est vrai que c'est une énorme galère d'avoir 1 heure de pause en général en soirée à 19h et de savoir que tu as 1 heure pour savoir quoi manger et commander, parce que dans un hôtel, tu ne peux pas cuisiner en plus. Donc c'est super dur. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à garder le même rythme de vie que je m'impose chez moi pendant que je suis en live. C'est une grosse difficulté, ouais. Super. Si jamais ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à poser des questions. Petite question justement aussi sur les parties. Est-ce que, comme certaines personnes, tu as un porte-bonheur ou tu as un rituel de jeu quand tu fais des parties importantes? On se souviendra tous de Rafael Nadal qui se tripotait 15 fois avant de taper dans la balle. Mais est-ce que toi, tu as quelque chose? Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui posent sur la table, sur leur jeton, qui posent une petite babiole qui symbolise quelque chose. Est-ce que toi aussi, tu as quelque chose dans le genre? Alors j'ai des petits, j'ai des petits des petits objets que je mets sur la table, mais c'est pas superstitieux ou quoi. C'est vraiment pour le plaisir, pour occuper les doigts. Des fois, d'ailleurs, j'ai souvent des skateboards miniatures. C'est marrant parce qu'à un moment donné, à une étape du Winners Poker Tour, vu que je postais souvent des images avec ce skateboard miniature à côté des cartes, on m'en a offert un quand je suis allée au Winners Poker Tour, donc c'était super cool. Mais sinon, il n'y a rien de superstitieux. Il y a pas. D'ailleurs, je pense pas. Enfin, après, chacun va me à sa porte, mais j'aime pas trop l'idée que ma réussite dépend d'un objet qui est extérieur de moi, clairement. Si je le perds, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais faire que déchatter et me faire craquer les os à chaque fois? Non, je pense pas. Donc, rituel superstitieux, non. Par contre, effectivement, je vais rarement jouer quand j'ai pas fait de préparation mentale.
quand je suis pas bien dans ma tête et bien dans mon corps, quand j'ai pas mangé, par exemple. Mais ça n'a rien de superstitieux, c'est juste que j'ai des rituels qui permettent d'atteindre le maximum de performance possible, quoi. Ok. Et donc, en tant que femme, est-ce que ça a été facile pour toi d'intégrer le milieu du poker, vu que bon, il y a cette image aussi, hein, avant tu parlais un petit peu de l'image comparable à l'e-sport. Là, le poker, il y a aussi cette image que c'est un milieu masculin, etc. Comment ça s'est passé pour toi pour intégrer le milieu? Est-ce que tu as eu des situations qui étaient un peu problématiques ou ça a été bah, quand tu es arrivé comme ça, tout le monde était super content, etc. Et est-ce que tu vois aussi que la présence féminine augmente aussi justement dans les tournois que tu fais? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que pour mon cas personnel, j'ai rencontré aucune difficulté de cet ordre-là parce que j'ai toujours été projetée dans un milieu professionnel. Mon frère était professionnel, il est considéré comme un des meilleurs joueurs d'expresso de France. Ses amis sont des professionnels qui sont aussi des très bons joueurs. En fait, il m'a immédiatement introduit dans un milieu où j'ai jamais connu le milieu amateur, j'ai jamais connu des milieux qui sont classiquement ceux qui sont décriés pour ce genre de choses. Et surtout, j'ai connu un milieu immédiatement qui était très jeune. Moi, je suspecte que il y a une certaine progression parce que la société évolue et que les joueurs d'aujourd'hui qui ont entre 20 et 25 ans sont évidemment moins misogynes, je pense, que les joueurs d'avant où on n'est plus, je pense, dans les années 70 où quand une femme s'assied sur une table de cash game, elle est entourée que d'hommes super sexistes qui lui disaient retourne à la cuisine. Enfin, vu que la société évolue énormément, je pense que le poker évolue avec. Il y a des femmes qui ont rencontré, moi j'ai entendu des histoires de femmes qui ont rencontré des problèmes en jouant en live ou quoi que ce soit d'autre. Et je pense qu'effectivement, tout dépend de la manière dont tu as été introduit dans le milieu, qui étaient tes soutiens. C'est sûr que moi, j'estime que j'étais privilégiée quand on sait que, voilà, en fait, on me connaissait comme la sœur de un tel qui est déjà un joueur pro, super reconnu, super respecté. J'avais des amis qui étaient connus dans le milieu. Donc, évidemment, en fait, quand tu rentres dans un groupe immédiatement et que tu es associé à des amis d'eux, la dynamique n'est pas du tout la même. Je pense que mon expérience aurait été radicalement différente si j'étais rentrée toute seule dans un milieu où je ne connais personne, où je serais rentrée de manière complètement débutante. Et voilà, que, entre guillemets, les hommes à table ne me connaissent pas, ils ne me doivent rien, ils ne sont amis avec personne. Je ne dis pas que c'est légitime, hein, c'est absolument pas normal de traiter moins bien une femme qu'on ne connaît pas, quoi que ce soit, d'autres absolument pas. Mais je pense qu'effectivement, moi, j'étais privilégiée parce que je suis rentrée par une petite porte. Et je pense sincèrement que la plupart des femmes qui rencontrent ce genre de problème, peut-être sont en contact avec des gens de la vieille école qui sont encore imprégnés d'idées sexistes assez nauséabondes. Et on voit peut-être de moins en moins, parce que comme le poker est en progression, comme tu dis, il y a de plus en plus de femmes. Moi, j'observe avec plaisir qu'il y a de plus en plus de femmes dans les milieux amateurs, de plus en plus de femmes dans les tournois, de plus en plus de femmes qui perfent, de femmes qui sont professionnelles. Donc je pense que, vu que le monde est en progression et que le sport évolue avec, qu'il y aura j'espère, de moins en moins de discrimination à ce niveau-là. Après, pour les barrières que j'ai pu moins ressentir, c'est plutôt de l'ordre de... Là, on va peut-être aller sur des sujets qui sont un peu plus complexes, hein, mais de à quel point la sociologie, enfin la société qui t'entoure impacte ton mindset. Mais ça, je me suis rendu compte que ce qui est très important pour se projeter et établir son ambition, c'est de se sentir aussi représenté un minimum. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le poker, alors que j'ai commencé il y a ne serait-ce que 4 ans, il n'y avait quasiment pas de femmes dans les milieux très compétitifs. C'est-à-dire qu'on voit des femmes dans les milieux récréa, on voit des femmes aux tables, mais on ne voit pas de femmes qui perfent de manière durable. On ne voit pas l'équivalent féminin de Joao Vieira ou d'Adrien Mateos encore. On ne voyait pas de femmes sur la STEX qui performaient sur la STEX en permanence. Et du coup, en fait, ça semble assez naturel pour le mindset de se dire, bah, si on ne voit pas, c'est que peut-être que j'ai pas ma place. Donc, je pense qu'il y a effectivement un travail personnel à faire. Et après, chaque femme peut s'y reconnaître ou pas. Et moi, personnellement, j'ai eu un travail personnel à me dire, il n'y a pas de raison que je puisse pas faire de la compétition au même niveau que les hommes et que du coup, ça dépend que de moi et qu'il s'agit de bosser pour arriver à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a aussi une histoire de représentation et qu'une des raisons pour lesquelles les femmes se sentent moins légitimes à aller faire de la compétition, c'est parce que tout simplement, elles ne voient pas d'autres femmes. Donc, tout naturellement, ton conscient va se dire, mais s'il n'y a pas de gens comme moi, c'est qu'il n'y a pas de place pour moi, en fait. C'est quelque chose qui est très... qui peut être inscrit de manière totalement inconsciente. Donc voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui veulent se lancer ou peut-être comment motiver les personnes à se lancer dans le poker?
Alors, de manière générale, je pense qu'il n'y a pas de secret pour se motiver, il faut aimer ce qu'on fait déjà. Donc, quand on aime ce qu'on fait, qu'on s'amuse dans ce qu'on fait, qu'on a envie d'apprendre plus, il n'y a pas de secret, ça va tout seul. Mais je pense que, parce que en général, les barrières que j'entends le plus souvent, c'est que ce soit des femmes ou des hommes, c'est le fait d'avoir peur de se lancer parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur des images, on a peur d'aller faire un tournoi, de passer en tape télé et de voir son jeu qui est critiqué ou ce genre de choses. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais du coup, si je pouvais encourager les joueurs amateurs d'une quelconque façon que ce soit, ça serait au niveau de l'image qu'ils renvoient, de ne pas se préoccuper du qu'en dira-t-on, ce que disent les gens. Il y a toujours des... voilà, vous êtes forcément tombé, d'ailleurs, dans quelques domaines que ce soit, tombé sur des gens nuisibles, des gens négatifs qui vont critiquer votre jeu, vous dire mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as trop bête ça, t'es vraiment nul, ou ce genre de choses. Je sais que c'est dur de ne pas écouter, que de ne pas prendre ça en compte, mais je pense qu'une fois qu'on dépasse l'image qu'on renvoie et les potentielles opinions négatives, c'est beaucoup plus facile de se donner à fond dans quelque chose et de se focus que sur sa progression. Parce qu'au final, rien ne compte à part votre propre progression et le plaisir que vous avez à jouer. Parce que d'ailleurs, c'est quelque chose que je répète souvent quand les gens me demandent comment commencer à jouer beaucoup en réseau ou autre, c'est qu'il ne faut pas mépriser les gens qui jouent de manière récréative. On a le droit de vouloir jouer sans progresser. Par exemple, je pense qu'on a tous des activités qu'on fait de manière purement récréative où, je ne sais pas, on peut aimer dessiner, ne pas avoir envie de devenir Léonard de Vinci. Enfin, chacun ses passions obsessionnelles, chacun son travail et chacun ses passions récréatives. Donc, en fait, je pense qu'il y a ce problème un peu toxique du poker, c'est de considérer que c'est une obligation de devoir se surpasser et devenir meilleur, de connaître parfaitement ses ranges, de crusher en ICM. Non, il n'y a pas d'obligation. Si toi, tu aimes le poker et que tu kiffes gamble, que tu kiffes open un peu ce que tu veux, que tu t'en fous des ranges, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de genre de valeur à avoir dessus. Donc, ce que je conseillerais à des joueurs récréatifs, c'est d'être vraiment sûr de pourquoi ils s'engagent dans le poker et de pourquoi ils ont envie de jouer. Et en fait, si tu as envie de jouer de manière purement récréa et que tu t'en fous de la théorie, bah, vraiment, you do you, tu fais vraiment absolument ce que tu veux. Et si effectivement ce qui t'intéresse, c'est de progresser, de devenir entre guillemets meilleur de manière théorique, de façon théorique, et de trouver ta manière de jouer à toi, et ben là, voilà, vraiment, n'écoute pas ce que disent les autres, n'écoute pas la manière dont les gens essaient de te descendre, tu finiras bien par progresser. Moi, je suis partisane du fait que si tu es passionné par ce que tu fais et que tu essaies de progresser, tu ne peux que évoluer sur le long terme. Super, ben c'est un bon conseil. Alors, on passe à notre série de questions-réponses. J'ai vu que des gens nous avaient fait coucou dans le chat. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas. Moi, je vais en profiter puisque dans 2 semaines, il y aura à Strasbourg la présence de Winamax. Je sais que Exactement. tu seras présente et il y aura aussi des gens d'Alsace qui seront présents. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour toutes les personnes qui seront là pour, on va dire, le conseil de bien réussir son tournoi? Ce serait quoi pour toi, on va dire, les 2-3 choses à donner comme conseil pour quelqu'un qui va être présent donc, dans 2 semaines et pour qu'il puisse psychologiquement, physiquement réussir au mieux son tournoi? Déjà, la première chose qui va rebondir ce que j'ai dit jusqu'avant, c'est vraiment de vous amuser. Enfin, je ne sais pas à quelle fréquence vous avez l'occasion d'aller jouer au tournoi. J'imagine que si vous pouvez participer à l'étape de Winamax, et peut-être certains d'entre vous ne jouent pas très souvent, n'ont pas l'occasion, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont un job à temps partiel à mi-temps, que ce n'est pas tous les week-ends que vous pouvez aller faire des lives. Donc, le premier truc, c'est vraiment éclatez-vous. Je sais que le carton, ça arrive une fois par an. On vient dans vos villes une fois par an seulement. Donc, essayez vraiment de profiter de l'instant. Et je pense que déjà se sentir bien dans ce que vous faites et pendant que vous jouez, ça va énormément participer à ce que votre expérience soit positive. Ensuite, si on part de manière vraiment purement théorique, ce que je peux conseiller, et d'ailleurs, c'est, je pense, un conseil qui s'applique aussi à des joueurs qui jouent plus haut ou qui jouent des lives qui ne sont pas des free rolls, c'est de ne pas trop s'angoisser sur ce que vous ne savez pas faire. Parce que je sais que la tentation est grande de se dire « Oh là là, là, je ne connais pas cette range. Oh là là, là, on est dans une configuration où j'ai 20 blindes, je suis plus habituée à en avoir 100 ou quoi. » Et de tout de suite se mettre à stresser ou se dire comment je vais faire, comment je réfléchis, comment j'adapte mon jeu. Vraiment, je pense que c'est important de rester focus sur ce qu'on sait faire. Si vous pensez que vous avez... Enfin, on a tous des skills en fait différentes. Il n'y a pas deux David Guetta, il n'y a pas deux Adrien Mateos. On est tous absolument différents et on a tous des skills que nos voisins de table n'ont peut-être pas. Et je pense personnellement, enfin un des meilleurs conseils que j'ai à donner, c'est de se focus sur ce qu'on sait faire en priorité
avant de s'éparpiller sur ce qu'on ne sait pas faire et comment s'adapter aux situations qu'on ne connaît pas encore, qui sont nouvelles. Il y a des situations nouvelles qui vont arriver, c'est sûr. On va s'adapter du mieux qu'on peut, mais plus on se focus sur ce qu'on sait déjà faire, plus on va dire on aura des situations non nouvelles qu'on peut arriver à gérer. Donc ça, c'est en général ce que je conseille aux gens qui me demandent comment s'en sortir en tournoi. En fait, si vous savez que vous êtes très fort dans ta situation, focusez-vous sur ça pendant que vous jouez. Ben, super, j'espère que les personnes qui verront la vidéo en replay auront de quoi faire et de quoi réussir. Ben, je rebondis juste encore sur justement dans 2 semaines. Ouais. Ça va. Est-ce que tu peux juste décrire un petit peu comment va se dérouler justement le tournoi? Moi, je me souviens que j'avais vu des photos justement de précédents tournois où je voyais justement les membres de la team Winamax qui prenaient la parole, etc. C'est quoi? Est-ce que c'est vous qui annoncez un petit peu le début, ou est-ce qu'il y a des moments où il y a aussi des espèces de masterclass? Ça se passe comment? Alors, c'est très intéressant et je suis très contente que ce soit à Strasbourg en 2 semaines parce que c'est là où je vais aller, donc je peux t'en parler un peu plus en détail. Alors, en général, ça dépend un peu de l'organisation d'année en année. Moi, c'est pas la même chose que la première année où j'étais là. Mais de manière générale, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 2 jours. Et pendant ces 2 jours, il va y avoir évidemment le tournoi principal. Il y aura sans doute des side events, des tournois à côté pour si vous avez bust, le tournoi principal. Et de manière générale, on est autorisé à aller jouer et on sera sur une de vos tables et il y a certains d'entre vous qui pourront jouer avec nous et on essaiera de jouer au même titre que vous. Bon, c'est vraiment rare qu'on arrive à se qualifier parce qu'il y a une grande variance, on est quand même beaucoup. Mais de manière générale, on va pouvoir jouer avec vous, surtout le premier jour. Le deuxième jour, effectivement, il y a toujours une masterclass qui est conduite par les 2 pros. Donc là, en l'occurrence, je serai à Strasbourg et il y aura avec moi Julien Sidbon, que vous connaissez sans doute tous et toutes, parce que c'est vraiment un monument du poker français. Je vais peut-être pas dire monument parce qu'il va penser que c'est une attaque à son âge. Pas du tout. Je parle de manière. C'était très. Une légende. Une légende. Voilà, merci, c'est une légende, Julien Sidbon. Et donc, du coup, on sera tous les deux et on va préparer une masterclass. D'ailleurs, qu'on commence à préparer dès demain pour enseigner, on va dire, sur un sujet en particulier. D'ailleurs, si jamais vous avez si tu as des suggestions, je suis toute oui, mais on a une petite idée de ce sur quoi on va travailler. Et de manière générale, on essaie de choisir un thème qui va pouvoir servir à notre public, aux gens qui vont être là pour regarder. Et bien sûr, après, il y a une séance de questions-réponses où les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, que ce soit théorique ou pas. Et voilà, ça dure entre 1h30 et 2 heures en fonction des années. Et ça permet d'avoir un super contact avec les gens qui viennent et qui puissent poser des questions à des membres pros, enfin des joueurs pros. C'est pas toujours le cas, quoi. Mais la partie masterclass, c'est quelque chose qui est ouvert à uniquement les personnes qui font le tournoi, ou est-ce que c'est ouvert à un public plus large? Tout le monde peut venir, absolument tout le monde peut. Parce que de toute façon, de manière générale, les gens qui font le tournoi sont en train de jouer, donc malheureusement, ils ne peuvent pas y assister. Mais absolument, tout le monde peut venir. Normalement, ça commence à 10h ou 11h le dimanche matin. Et voilà, si vous êtes sur place et que vous avez envie d'avoir 1h30 de conseils sur le jeu théorique ou sur le mindset, ou je ne sais pas encore exactement de quoi on va parler, voilà, vous êtes les bienvenus. Il y aura de la place pour les questions. Donc, tout le monde est bienvenu. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ben, j'essaierai de venir alors. Ah bah avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Ce sera l'occasion. Écoute, ça va faire 3 quarts d'heure qu'on est en live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. 3 quarts d'heure, oui, tout à fait. On arrive un petit peu à la fin du live. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé à cette grand plaisir. vidéo. Si jamais ceux qui nous regardent, vous avez peut-être une question à poser avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à poser notre question. Donc, on se retrouvera de toute façon. Tu seras présente en Alsace. Tout à fait. Donc dans 2 semaines, donc une occasion de pouvoir te rencontrer et comme tu viens de le dire, le dimanche, de pouvoir participer à la conférence que tu donneras. Donc ce sera une occasion d'en apprendre plus. Donc moi je te remercie et merci à toi. À toutes les personnes qui nous ont suivis. La vidéo de toute façon elle sera en replay sur notre chaîne Twitch et la chaîne YouTube aussi. Donc les personnes pourront la retrouver, poser des questions aussi sur le replay. Et donc, on se retrouvera en présentiel le 1 et 2 février prochain. Exactement. Pour le tournoi Winamax à Strasbourg. Super. Bon, en tout cas, donc moi, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Merci toi aussi. Et j'ai hâte pour la qualification. J'espère que tu arriveras à te qualifier.
J'espère te on voir va sur les. essayer. Sinon, dans le pire des cas, je viendrai juste le dimanche pour voir Ah, il n'y a pas la de souci, t'inquiète différence pas. tranquillement pendant que les autres y jouent et ils stressent. Mais en tout cas, merci à toi. Bonne fin de dimanche. C'est vrai que chez toi, il Toi doit aussi, être 14h. Donc, il te exactement. reste encore du temps. Nous, c'est malheureusement bientôt l'heure d'aller se coucher. Non, moi, ça va lancer une session là, dans 15 minutes. Là. Mais merci. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et donc, pour ceux, on se verra sans doute en début février, donc à Strasbourg, pour le tournoi Winamax. Merci à toi et ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.